Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette émission de décryptage. Une nouvelle législature s'ouvre dès janvier 2026. Les élections sont terminées, les résultats connus. Tous les partis politiques sont situés. Ce soir, donc, un plateau pour décrypter ces législatives. D'abord, des acteurs politiques en premier tableau de ce décryptage. Ensuite, des analystes politiques pour commenter, justement, analyser. Et dans ce premier tableau, souhaitons donc la bienvenue à tout le monde. Marine Konia, bonsoir. Bonsoir, Kolo Koulibaly. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à nos invités que je me permets de présenter ce soir. Ils nous ont fait l'amitié d'être présents sur ce plateau. Nous avons le représentant du mouvement politique ADCI aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire, Roger Youan, représentant donc de l'ADCI, une formation présente dans ce nouveau paysage parlementaire en Côte d'Ivoire. À ses côtés, nous avons le docteur Jean-Marc Anga, représentant du PDCI RDA, une force d'opposition parlementaire également à l'Assemblée nationale. À ses côtés également, sur un autre côté de ce plateau, nous avons maître Brahima Doumbia, secrétaire exécutif adjoint en charge des élections au RHDP. Donc, vous l'aurez bien compris, il est le représentant de ce parti, du parti au pouvoir sur ce plateau. Nous aurons également la présence de notre cher confrère Michel Digré sur ce plateau, journaliste et chef du service politique à la rédaction RTI 1 pour l'analyse, bien évidemment, factuelle de ce scrutin législatif. Messieurs, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Roger Youan. Bonsoir. Docteur Angar, bonsoir. Michel Digré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Doumbia. Bonsoir, monsieur. Messieurs, on va décrypter justement ces élections législatives avec vous tout de suite. Mais d'abord, regardons ces résultats prononcés par le président de la commission électorale indépendante, évidemment pas dans le détail. Koulibaly Kuibia, qu'on écoute. Le recensement général des votes donne les résultats suivants. Inscrits, 8 597 092. Votants, 3 012 094. Taux de participation, 35,04%. Bulletin nul, 68 525. Bulletin blanc, 29 578. Suffrage exprimé, 2 943 569. Article 2. Sont déclarés élus les candidats ou listes de candidats annoncés solennellement comme tels par les porte-parole de la commission centrale de la commission électorale indépendante et qui figurent dans le tableau annexé à la présente décision. Article 3. Les candidats ou listes de candidats élus sont répartis ainsi qu'il suit. Front populaire ivoirien, FPI, une circonscription, un siège. Sans étiquette politique, 22 circonscriptions, 23 sièges. Le Buffle, la victoire pour le développement, une circonscription, un siège. Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI, RDA, 25 circonscriptions, 32 sièges. Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, 155 circonscriptions, 197 sièges. Article 4. Le droit de contester une élection à l'Assemblée nationale dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat ou toute liste de candidats de la dite circonscription ou tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de 5 jours francs à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires faite par la commission chargée des élections. Que lorsque nous avons fini de proclamer les résultats, nous allons transmettre notre décision au Conseil constitutionnel qui est la juridiction habilitée à statuer sur le contentieux. À cet effet, tous ceux qui semblent ne pas être d'avis avec la commission électorale en ce qui concerne la proclamation des résultats, la loi leur impartit 5 jours à partir de cette proclamation, 5 jours francs, c'est-à-dire à partir de demain jusqu'à lundi prochain, pour porter leur contestation devant le Conseil constitutionnel. Mais en même temps, cette liste portant proclamation provisoire sera transmise également à l'Assemblée nationale pour qu'ensemble, nous suivions
le sort qui sera réservé aux contestations portées devant le Conseil constitutionnel. La proclamation provisoire du président de la commission électorale indépendante, la CEI, proclamation donc provisoire faite des résultats provisoires de l'élection législative en Côte d'Ivoire, 35,04% de participation et des enseignements politiques majeurs sur cette élection et aussi sur la situation démocratique en Côte d'Ivoire. Déjà, quelle analyse faites-vous à votre niveau de ce résultat? Merci encore de nous avoir invités. Je voudrais saluer nos concitoyens vivant en Côte d'Ivoire et dans la diaspora. Quelle analyse faisons-nous? C'est parce que vous posez la question en tant qu'ADCI ou en tant que citoyen. Je donne une réponse. En tant qu'ADCI, évidemment. Surtout que vous avez porté les couleurs du parti. Nous sortons d'une élection présidentielle très difficile. Et les traces de cette élection présidentielle ont été vues lors de ces élections législatives. Nos concitoyens ne se sont pas sentis vraiment concernés par ces élections. Parce que si vous regardez très bien le taux de participation, je vais me limiter au taux officiel, parce que nous qui sommes sur le terrain, nous avons vu la réalité, nous connaissons la vérité. Les Ivoiriens de plus en plus commencent à ne pas trop faire confiance au processus électoral, ils doutent de la démocratie, ils ne font pas confiance aux élections. Cela est dû au fait que le processus tel qu'il est conduit ne rassure pas nos concitoyens. Et les irrégularités, les résultats parfois proclamés alors qu'ils se sont déplacés pour aller voter pour des élus, pour leurs représentants, on donne parfois la victoire à des gens qui, en réalité, n'ont pas été élus. Nous avons constaté des faits à travers le pays. Certainement, nous y reviendrons. Nous saluons ceux qui ont pu se faire élire. Et nous sommes solidaires à toutes celles et à tous ceux qui, ayant constaté des faits dans leur circonscription, ont pu ou sont sur le point d'introduire un recours. En tout cas, pour ces élections-là, nous nous sommes retrouvés totalement dans un monde de la fantasmagorie, une sorte de bizarrerie. Beaucoup de choses se sont passées et nous y reviendrons. On y reviendra évidemment. Docteur Anga, quel est votre regard global sur cette élection législative? Alors, au-delà des statistiques que nous pouvons évoquer pour expliquer qui a gagné, qui a perdu, je voudrais, au nom du PDCI, indiquer que pour nous, c'est la démocratie en Côte d'Ivoire qui est en danger. Nous sommes dans un contexte où le vote du peuple doit pouvoir s'exprimer de manière libre, de manière démocratique. Ce n'est pas ce que nous avons observé le samedi dernier. Vous savez, une élection, ce n'est pas uniquement un chiffre, c'est un processus. Très peu de personnes en Côte d'Ivoire pourront dire aujourd'hui que le processus que nous avons suivi pour arriver au résultat qui vient d'être proclamé par le président de la CEI est un processus qui est crédible et transparent. Donc, nous constatons tous le résultat administratif qui a été proclamé par la CEI, mais nous nous insurgeons contre les conditions dans lesquelles cette élection a été organisée. On va peut-être prendre également l'avis du représentant du RHDP, secrétaire exécutif en charge des élections au parti au pouvoir. Maître Brahima Doumbia, quel est votre avis sur ces résultats? Bien, merci. Je voudrais juste faire une rectification. Je ne suis pas juriste. Donc, je suis Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint, chargé du processus électoral du RHDP. Mais pour en revenir à votre question, le taux de participation se situe dans la plage habituelle que nous avons l'habitude de voir en Côte d'Ivoire. Si vous regardez les statistiques, en 2001, le taux de participation était de 31,54. En 2011, il était de 36,56. 2016, 34,10. 2021, 37,88. En 2025, 35,04. Donc, c'est normal. On est dans la phase normale de ce qui se passe depuis plus d'une vingtaine d'années. Ceci dit, nous félicitons les Ivoiriens qui se sont déplacés pour aller voter. En cohérence avec ce qu'ils ont fait pendant la présidence, nous y attendions.
puisqu'ils sont allés plébisciter le président de la République lors du vote, parce qu'il leur a proposé un programme qui les a convaincus. Donc, ils lui ont accordé sa voix, ils l'ont mis en mission. Ils ont décidé de lui donner les moyens institutionnels de mettre en œuvre ce programme auquel ils croient et qui leur donne de nouvelles perspectives pour la vie à venir. Et c'est cette cohérence que les populations ont observée lors du scrutin qui a été, de mon point de vue, très libre, parce que les candidats sont partis partout et voulaient dans leur circonscription pour faire campagne. Les électeurs se sont déplacés pour ceux qui l'ont voulu, pour aller voter. Et le résultat est donné par la Commission électorale indépendante. Donc, comme nous sommes tous des démocrates, ceux qui ont perdu, il leur appartient donc d'adresser leurs félicitations à ceux qui ont gagné et de se préparer pour les échéances à venir. Le chef du service politique, mais dans Michel Digré, qu'on retrouve, évidemment, lui qui va nous faire une présentation avec à l'appui une cartographie au sorti de cette élection. Michel Digré, d'abord un regard global sur cette élection. Merci, Colo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils étaient autour de 2740 candidats, titulaires comme suppléants, répartis dans 205 circonscriptions électorales. On avait autour de 60% de candidats indépendants. Ils étaient 669. Il y avait 424 femmes, ce qui témoigne déjà de la vitalité démocratique et de l'engouement que cette élection suscitait au sein des acteurs politiques. L'élection est terminée. Malheureusement, il n'y avait que 255 sièges. Une élection, ce n'est pas comme au football où on peut se séparer avec un match nul comme cela s'est passé hier entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun pendant la CAN. Malheureusement, il y a des vainqueurs et des vaincus. Certainement qu'une autre bataille va s'engager au cours de la période du contentieux, mais en ce qui nous concerne, nous allons chercher à savoir, et nous espérons que sur ce plateau, les différents acteurs nous diront ce qui a marché pour les uns et ce qui a fait la différence pour les autres. Mais nous allons en tout état de cause dresser la nouvelle cartographie au regard de toutes les statistiques que nous avons après la proclamation définitive des résultats. Je pense qu'il faut le faire maintenant, Michel Digré, nous présenter ce que nous donne cette nouvelle législature qui, on le rappelle, va démarrer en janvier. Allez-y, Michel. D'accord, merci Kolo Koulibaly. Alors, pour mieux comprendre ce qui s'est passé cette année 2025, on va retourner à 2021. Alors, en 2021, déjà, la population électorale était estimée à 7 379 640 électeurs. Le total de votants, 2 793 947. Le taux de participation était autour de 37,86%. Le nombre de sièges, bien entendu, ne change pas à 255. Alors, le résultat que nous avons eu à l'issue de l'élection législative de 2021, le RHDP a récolté 139 sièges. Alors, le PDCI et EDS représentés ici en bleu, 50 sièges. Le PDCI RDA seul, 23 sièges, 25 pour les indépendants et 7 sièges pour UDPCI, Arc-en-Ciel. Mais vous savez que généralement après les élections, il y a des ralliements, des indépendants reviennent dans leur parti d'origine. Alors, la configuration que nous avons eue à l'Assemblée nationale, c'est qu'en 2021, le RHDP s'est retrouvé finalement avec 158 députés, le PDCI 66, EDS 18, quand l'UDPCI raflait 8 sièges et 4 candidats, 4 députés étaient non inscrits. Pour cette année 2025, on va revenir sur les chiffres. La population électorale s'est accrue. Nous sommes passés à 8 554 694 électeurs. Le total de votants, 2 970 350 électeurs. Le taux de participation a chuté. Nous sommes passés à 34,72%. Le nombre de sièges reste inchangé. Le PDCI RDA récolte 32 sièges. Quand le RHDP, comme on l'a indiqué tout à l'heure, récolte pour cette année 197 sièges. 3 partis ont un siège. Le FPI, l'UNPR, le BUF et les indépendants récoltent autour de
de 22 sièges. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette élection de 2025. Et quelle comparaison peut-on faire après de tels chiffres? Alors, la cartographie nous montre ici en 2021, déjà, la marée orange qui occupe pratiquement la moitié du pays en ce qui concerne le centre jusqu'au nord. Également dans le sud du pays, San Pedro, Bocler, Lodibois, etc. En bleu, nous avons le PDCI-EDS qui était autour du centre et également un peu à l'ouest du pays. En 2025, nous constatons que les vagues de la marée orange commencent à pratiquement submerger toute l'arène politique en Côte d'Ivoire avec le total de nombre de sièges. Ici, on peut constater en orange partout sur le territoire national, le RHDP a consolidé ses bases et même a pu retirer certains sièges à l'opposition. On l'a constaté à Abidjan, le PDCI ne conserve que ses 3 sièges, à savoir Port-Boué, le Plateau et Cocody. Alors le siège de Yopougon et de Marcory sont tombés entre les mains du RHDP. Alors voilà ce qu'on peut dire si on veut faire une analyse comparative de ce qui s'est passé en 2021 et en 2025. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, notre bataille s'ouvrira, celle du contentieux, mais pour l'instant, les chiffres montrent que les lignes ont bougé en ce qui concerne la présence du RHDP sur le territoire ivoirien, également le recul de l'opposition. Merci Michel Digré. Vous allez nous rejoindre. Le temps de remercier Kra Daniel et Grace Wei pour ces images, justement, qui ont travaillé sur ces images qu'on vient de voir avec vous. Au parti politique, je pense de réagir tout de suite sur cette nouvelle cartographie après ces élections législatives. J'aimerais bien commencer par le PDCI RDA qui, au vu de ses résultats, a perdu plusieurs localités. Docteur Jean-Marc Anga, quels sont vos commentaires? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout à l'heure, en introduction, je disais qu'une élection, ce n'est pas uniquement des statistiques. À la lumière de cette magistrale présentation qui a été faite par M. Digré, on penserait que le RHDP est en train de monter en volume, d'acquérir une popularité. La réalité est tout autre. Nous devons commencer par examiner les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées. Nous devons nous rappeler que c'est le 1er octobre, alors que l'élection présidentielle n'était pas encore organisée, qu'un décret a été sorti pour fixer la date des élections législatives. Dans le contexte politique qui est le nôtre, que nous comprenons tous parfaitement, annoncer le 1er octobre, alors que l'élection présidentielle ne s'est pas encore déroulée, que les élections législatives auraient lieu le 27 décembre, il y a une confusion, il y a une précipitation, il y a une désorganisation dans tout le dispositif qui est annoncé. C'est fait à dessein ou c'est une coïncidence, l'histoire jugera. Mais je dirais que pour nous, tout Ivoirien digne de ce nom devrait s'interroger sur l'état de la démocratie dans notre pays. Quand nous assistons à un effritement de l'opposition et que nous assistons à une montée en puissance du RHDP, loin de provoquer, on va dire, une satisfaction de leur part, c'est l'état de la démocratie. La démocratie, c'est comme l'économie de marché, ça s'enrichit de pluralité. À l'Assemblée nationale, il est censé avoir des députés du parti au pouvoir et de l'opposition pour discuter. C'est de cette discussion que sort un consensus qui va au bénéfice du peuple. Quelque part, je pense que le RHDP devrait être gêné de se retrouver avec près de 200 députés sur 255 députés. Pour moi, ce n'est pas la démocratie. La CEI, aujourd'hui, se retrouve dans une position de 4e pouvoir. La CEI a organisé les élections d'une manière que nous ne trouvons pas satisfaisante. La CEI, permettez-moi de terminer, la CEI a refusé la révision de la liste électorale. Le président de la CEI nous a dit que ça allait se faire avant la fin de l'année. Nous sommes le 29 aujourd'hui. Nous pensons que M. Cubière a encore 48 heures pour faire cette révision. Mais nous espérions que cette révision allait se faire avant que nous n'allions aux législatives. La CEI a également fixé un calendrier. La CEI a complètement brouillé les cartes durant les préparations pour les élections législatives. Nous avons assisté, permettez-moi de terminer s'il vous plaît,
Nous avons assisté à des décisions unilatérales de la part de la CEI qui ont brouillé complètement les cartes. Quand on décide que dans une localité telle que Yamoussoukro, nous avons 34 bureaux de vote qui sont déplacés de manière unilatérale par la CEI et positionnés dans un endroit où des villages entiers doivent parcourir des dizaines de kilomètres pour pouvoir voter, c'est des milliers de voix qui sont arrachées à l'opposition. Quand la CEI décide qu'un vendredi, on va annoncer la liste définitive des candidats pour des élections qui ont lieu 24 heures après, nous pensons que ce n'est pas du tout un jeu qui est juste. Donc, ce que nous disons ce soir, c'est que la CEI est devenue un quatrième pouvoir en Côte d'Ivoire et sert à décrédibiliser le processus électoral dans notre pays. Merci. Alors, docteur, si l'on considère tous les points que vous avez énoncés tout de suite, sans vouloir, bien évidemment, indexer un quelconque parti, une quelconque partie, est-ce que vous ne pensez pas que la population attendait également de l'opposition une action aussi offensive qui respecte quand même tous les points et toutes les règles de la démocratie, de jeu démocratique? Je poserai la question de savoir ce que vous attendez par action offensive. Nous avons assisté, de la part de certains acteurs politiques, à une instrumentalisation de l'argent, de l'outil financier comme un moyen de conviction. Nous sommes tous témoins de ce que nous avons eu. Bourrage d'urnes, nous avons eu des votes multiples, nous avons eu dans certaines localités de l'argent qui a été distribué aux électeurs. Vous avez les preuves de ce que vous pouvez être sûr que tout cela a été consigné et sera porté à la connaissance des autorités compétentes. Alors, on va passer maintenant la parole à la DCI. Roger Nuan, je rappelle, qui a été candidat à Yopougon. Une élection, il disait tout à l'heure, avec beaucoup de difficultés. Et j'imagine qu'il est d'accord avec ce que Dr Anga vient de dire concernant le PDCI. Mais qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché, surtout d'abord pour l'ADCI, avant globalement de parler de l'opposition? Il faut rappeler que l'ADCI est un jeune mouvement politique qui n'a pas encore 2 ans. Nous faisons notre première expérience électorale avec des citoyens qui sont à leur premier engagement politique. Le seul parmi nous qui a une belle expérience, certainement moi qui viens après, c'est le citoyen Salé Temboko Antoine, qui a fait plusieurs élections, qu'il a remportées à Tia-Salé, à l'exception de celle de 2016 qu'il avait perdue de 16 voix. Et à l'époque, il avait reconnu sa défaite. Et donc, c'est une formation jeune qui fait ses premiers pas. Nous ne nous en voulons pas, même si nous savions qu'il y avait un coup à jouer. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai commencé par dire que nos concitoyens ont commencé à perdre confiance dans le jeu démocratique, dans le jeu électoral. C'est l'environnement qui le fait. Et nous croyons sincèrement que tout est mis en œuvre pour que le peuple doute de son processus électoral. La démocratie, chez nous, elle est bancale, elle est boiteuse, elle est malade. Et on ne peut pas espérer autre que ce que nous voyons aujourd'hui. Tout à l'heure, moi, j'ai écouté le concitoyen membre du RIDP dire que le président Ouattara a gagné les élections brillamment et que c'est normal c'est une suite logique pour lui qu'il rafle autant de sièges. Quand nous prenons les résultats de la présidentielle, le président Ouattara a gagné dans toutes les sous-préfectures de Côte d'Ivoire. À l'étranger, il a gagné dans tous les pays où il y a eu des élections. Laissons l'étranger parce que les élections législatives ne concernent pas nos concitoyens de l'étranger. Revenons en Côte d'Ivoire. Quand on a gagné dans toutes les sous-préfectures, quand on part aux élections législatives, qu'on part de ce postulat-là, normalement, il devrait y avoir 255 sièges occupés par le RIDP en Côte d'Ivoire. C'est le processus électoral tel qu'organisé qui fait que c'est un parti qui peut rafler des sièges. Parce que quand on a exclu des adversaires à la présidentielle et qu'on a participé pratiquement seul, après, par derrière, quand on a des appareils politiques qui sont désorganisés parce que tel que le scrutin a été organisé, ça n'a pas emmené d'autres à participer pour la suite. Vous notez que le PPACI a été absent à ces élections. Le PDCI a failli ne pas y participer. Nous-mêmes à DCI, c'est parce que nous nous sommes dit que c'est en marchant qu'on apprend à affiner ses pas. Donc on y va quand même. Et d'ailleurs, c'est en participant aux élections, même si les conditions ne sont pas réunies, qu'on travaille à renforcer la démocratie. Et donc, nous considérons que ces élections-là laissent de grosses traces pour ce qui concerne Yopougon. Oui, à Yopougon, il y a eu des situations inacceptables, incompréhensibles. J'ai parlé d'un monde de la fantasmagorie, un monde de toutes sortes de bizarreries, où on a des résultats
à la fermeture des bureaux de vote, je note par exemple 5 CEC. 1, 2, CEC, 2, 3, 4, 6 et 9. 2, 3, 4, 6 et 9. Où on avait des résultats. Où on connaissait le taux de participation. Et autour de 20h, 21h, il y a un autre taux de participation qui donne une large avance à nos adversaires. Donc sur Yopougon, d'ailleurs c'est pour cela que notre liste Tous Ensemble pour la Côte d'Ivoire, nous, dès demain, l'équipe va introduire un recours. Il en est de même pour Tia Salé, qui en ce moment étonne toute la Côte d'Ivoire, où on considère qu'à Salé Timbo Antoine a perdu les élections. Ça fait partie du contentieux politique oui. Après cette élection. J'ai l'impression que vous répondez en même temps à vos différentes plaintes dans votre propos. Vous parlez de formation nouvelle dans le paysage politique. Vous comprenez bien que le jeu démocratique, le jeu politique aussi implique un renforcement de l'image politique de chaque parti. Dans une démocratie, une formation jeune soit-elle, quand elle présente des candidats connaissant le parcours de ses responsables, connaissant la crédibilité de ses acteurs, de ses premiers responsables, une élection locale, ça se gagne tout de suite. Je prends l'exemple de Tia Salé, qui est un exemple devant nous tous. Pensez-vous sincèrement qu'à Salé Timbo Antoine a perdu les élections à Tia Salé? Pour le cas de Yopougon, vous partiez gagnant à cette élection? Ah ben oui, c'était une élection qui était prenable, clairement. Donc je parlais du cas de Tia Salé. Justement, vous retournez la question. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il a perdu? Parce qu'il entend, il entend recourir justement à la justice. Le citoyen Salé Timboko a gagné l'élection de Tia Salé. On ne veut pas de lui à l'Assemblée nationale et on a renversé les élections, le résultat pour donner une victoire imaginaire à son adversaire. Je pense que dans les prochains jours, et je pense que cette fois-ci, il ne faut pas simplement se limiter à réparer peut-être une injustice ou bien à tenter de réorganiser un scrutin. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin en Côte d'Ivoire. Quand des individus se donnent le moyen de frauder des élections, il faut que la sanction soit exemplaire. Parce qu'on sanctionne ceux qui fraudent pour réussir à des concours. On sanctionne les élèves qui trichent. Mais jamais on ne sanctionne ceux qui fraudent pour gagner les élections et qui après sont rattrapés dans leur forfait. Cette fois-ci, nous sommes très vigilants sur le cas de Tia Salé, qui ne restera pas sans conséquences et sans traces dans les cœurs. On ne va peut-être pas faire le procès d'anonyme. Oui, parce que le RHDP, je vois M. Doumbia qui sourit, qui évidemment va réagir après les propos de la DCI et du PDCI RDA. Justement, un jeu qui était ouvert pour vous, mais sur ce plateau, vous entendez l'opposition qui estime que c'était tout à fait fermé. Quelle est votre réaction? Oui, je comprends tout à fait que la défaite est très amère. Et donc, je comprends la réaction de mes frères qui sont sur le plateau. Ils y croyaient, ils se sont investis, ils se sont engagés. Et au bout, c'est la défaite. Donc, cette réaction est tout à fait normale. Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il y a eu un décret qui est sorti le 1er octobre. Je ne suis pas d'accord. C'est le 30 juillet 2025 que le décret portant convocation du collège électoral a été signé et publié. Donc, de juillet jusqu'en octobre, tout le monde avait la latitude de se préparer. Et puis, la date des élections sont connues d'avance. Dans 5 ans, il y aura une élection législative. Ceux qui veulent gagner les élections en 2030 se préparent dès maintenant. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous préparons les élections avec beaucoup de sérieux et nous faisons campagne. J'entends dire que des gens, parce qu'ils s'appellent X ou Y, ça suffit pour gagner les élections. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on fait des publications sur les réseaux sociaux, qu'on a telle notoriété qu'on gagne forcément les élections. Non, les élections, c'est un rendez-vous avec la population. Et les populations se basent sur plusieurs critères. Nous, en tout cas, au niveau du RHDP, chaque fois que nous perdons des élections, nous assumons nos responsabilités. Nous analysons ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et nous nous préparons, nous corrigeons. C'est ce que nous faisons pour remporter les différentes étapes. Maintenant, je comprends nos amis qui ne veulent pas assumer leur défaite. Et donc, c'est de bonne loi pour eux de porter la responsabilité sur d'autres acteurs, la CEI et tout. Bon, je crois que je ne sais pas qu'est-ce que la CEI devrait faire. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour défendre la CEI. Mais j'ai entendu parler de bourrage d'une. Ce n'est pas possible en Côte d'Ivoire. Nous avons lutté quand nous étions dans l'opposition pour le vote à 18 ans. Nous avons lutté pour l'urne transparente. Nous avons lutté pour le bulletin unique.
Et nous avons lutté pour que tous les acteurs aient une copie du procès verbal de dépouillement. Donc, des candidats qui n'ont pas la possibilité d'être représentés dans tous les bureaux de vote, comment pensent-ils qu'ils peuvent gagner des élections? À Yopougon, rien ne s'est passé, tout s'est très bien passé. Et le résultat qui a été proclamé, c'est ce qui a été fait par les électeurs. En Côte d'Ivoire, il n'est pas possible de bourrer les urnes. Les urnes sont transparentes, tous les candidats sont représentés, ont la possibilité d'être représentés dans les bureaux de vote. Les bureaux de vote ne sont pas fermés, ça ne se fait pas en vase clos. Les électeurs qui sont dans le rang voient ce qui se passe dans le bureau de vote. Les observateurs tournent, voient ce qui se passe dans les bureaux de vote. Les journalistes tournent, voient ce qui se passe dans les bureaux de vote. Le dépouillement s'est fait devant tout le monde. Les résultats sont proclamés dans le bureau de vote avant d'être transmis à la CEI. Quand vous regardez ce processus, à quel moment il peut y avoir bourrage d'urnes ou bien vote multiple. Donc tout ça, c'est pour, je vais dire, expliquer à leurs partisans, justifier leur défaite. Mais bon, c'est leur choix. Mais je voudrais dire que ces élections se sont très bien déroulées. Tous les candidats ont fait campagne. Ceux qui ne se sont pas présentés, personne ne les a obligés à ne pas être candidats. Ça a été leur choix. C'est leur droit. Nous respectons leur choix, nous respectons leurs droits. Ceux qui ont été aux élections sont allés aux élections. Il y a eu des vainqueurs. Le RHDP a remporté donc 197 sièges. Je dis encore une fois, c'est les populations, après avoir donc adoubé le programme présenté par le président Alassane Ouattara, au regard du bilan de sa gestion de la Côte d'Ivoire, donc ont voulu, de façon, je vais dire, cohérente avec leur premier choix, lui donner les moyens institutionnels donc de remporter les élections. Nous voulions la majorité, nous l'avons. Nous n'avons pas eu tous les députés. Peut-être que si on avait la possibilité de remporter les 255 sièges, on serait preneur. Mais nous avons été battus dans des circonscriptions où les élections étaient organisées par la même CEI, avec le même code électoral, avec la même liste électorale. Donc, ça veut dire que si on s'organise bien, on peut gagner les élections en Côte d'Ivoire. Et nous nous organisons bien pour gagner les élections en Côte d'Ivoire en allant au contact des populations, en travaillant pour les populations. Nous avons bien même aussi le cas de la ville de Divo, Kolo Coulibaly, où le député sortant Famoussa a été bel et bien battu également par un candidat indépendant. Michel Digré, votre lecture politique de la prochaine législature à l'Assemblée nationale, que pensez-vous du rapport de force politique qui est en train de naître en ce moment? Alors, déjà, avant de répondre à cette question, à écouter les uns et les autres, c'est l'épineuse question de la crise de confiance entre les acteurs politiques eux-mêmes et entre l'opposition et l'institution qui organise les élections en Côte d'Ivoire. À telle enseigne que le président de la CEI lui-même a dit qu'après ces élections, il va falloir certainement trouver un autre modèle d'organisation d'élections en Côte d'Ivoire, parce que tant qu'on n'arrive pas à un consensus, on sera livré à de tels spectacles qui souvent n'honorent pas les acteurs politiques eux-mêmes. Parce que quand on parle de fraude, de tricherie, je pense qu'à la maison, les valeurs qu'on apprend à nos enfants, c'est ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tricher. Et quand les acteurs politiques eux-mêmes s'indexent de la sorte, je vais dire, ce n'est pas la bonne voie. Donc vivement déjà qu'un consensus puisse se créer autour de la question des élections en Côte d'Ivoire. Concernant la prochaine législature qui s'ouvre dès ce 16 janvier, je pense qu'il faudrait se dire que le combat peut-être ne va pas se mener à l'hémicycle, vu que l'opposition n'est pas véritablement représentée dans l'enceinte, mais certainement que connaissant l'ADN de certains qui ont perdu, peut-être que le débat va se retrouver ailleurs. C'est aussi ça l'expression de la démocratie. Peut-être que la pression sociale sera beaucoup plus forte, beaucoup plus acerbe face à ce qui va se passer à l'hémicycle. Mais en même temps, il faut dire que quand on est élu député, on n'est pas
élu député de sa circonscription. Dès qu'on rentre à l'Assemblée nationale, on devient député de la nation. Donc cela voudrait dire que, bien qu'il y ait la majorité écrasante à l'Assemblée nationale, on espère que le RHDP va voter des lois qui vont dans le sens d'améliorer les conditions des populations, parce qu'en définitive, c'est de ça qu'il s'agit. Comment proposer de bonnes lois, comment voter de bonnes lois, comment contrôler l'action gouvernementale pour que les populations qui vous ont porté à travers leur voix à la tête de ces institutions-là puissent être satisfaites. Il a dit, le représentant du RHDP sur ce plateau, ils sont déjà dans la prospective. Dans 2030, l'élection législative, et dans 5 ans, il va falloir certainement rendre des comptes aux populations, remplir les promesses, cocher les cases des promesses qui ont été faites à l'occasion de cette élection-là. Et puis, nous pensons également que l'opposition a la possibilité de revenir beaucoup plus forte, parce qu'une élection, elle est une réalité ponctuelle, elle n'est pas éternelle. Autant il a dit, Assalé Tiemoka a perdu les élections en 2016, il est revenu en 2021, il a gagné. Pour les résultats que nous avons ce soir, il perd la circonscription de Tia-Salé. Peut-être que si les résultats sont consolidés, il reviendra encore dans 5 ans. Donc c'est ce que nous voyons en tant qu'analyse de cette situation et de la législature qui vient. Alors, c'est Michel Diguet qui parlait de projection des différents partis politiques et de chaque acteur politique. Docteur Anga, au niveau du PDCI-RD, est-ce que l'heure, justement, n'est pas à ces niveaux-là, c'est-à-dire se projeter sur les échéances qui arrivent? Permettez, M. Koulibaly, que je ne suive pas votre chronologie. Nous sommes encore dans le présent. Et dans le présent, ce que nous disons, c'est que aussi longtemps qu'il n'y a pas des conditions réunies, transparente pour des élections, je ne vois pas comment, malgré toute notre bonne volonté, le PDCI peut se préparer et gagner des élections. Quand nous avons une liste électorale qui est truffée d'irrégularités, que la CEI refuse de manière répétitive de faire auditer, quand nous avons une CEI... Est-ce que vous avez porté ces irrégularités à la CEI? C'est de notoriété publique. La Côte d'Ivoire et le monde entier ont été informés de ce que toute l'opposition a décrié sur la liste électorale en termes d'irrégularité. La nécessité d'auditer la liste électorale n'est pas nouvelle. Ce que nous disons, c'est que, au regard des résultats de ces élections législatives, nous constatons que la CEI a mué et c'est devenu un 4e pouvoir qui peut faire et défaire. Il faut que la CEI accepte qu'on refonde la liste électorale, qu'elle soit auditée de manière indépendante, qu'on en extrait les doublons, les personnes décédées, ainsi de suite. En ce moment, docteur, avec la même CEI, le PDCI a quand même gagné une trentaine de localités. Est-ce que vous déniez en même temps ces victoires-là du PDCI? Vous savez, cette assertion me rappelle, pour nous qui sommes des férus de sport, une analogie. Vous pouvez avoir un arbitre qui joue pour le camp adverse. Mais à la fin, parce que vous aurez perdu 10-2, ne fera pas de vous un vainqueur dans une compétition qui n'est pas équitable. Ce que nous disons ici, c'est que l'arbitre... Pardon? Oui. Sauf qu'ici, on est en politique. Oui, nous sommes à la période de la CAN, donc nous pouvons nous permettre des digressions dans le cadre du sport. Nous disons ici que la CEI, en tant qu'arbitre, n'est pas impartiale. La CEI joue dans le camp de l'adversaire. Et aussi longtemps que les conditions ne seront pas réunies pour que nous ayons une véritable CEI transparente, indépendante, nous doutons fort qu'une opposition réelle puisse naître en Côte d'Ivoire. Alors, docteur Anga, puisque vous souhaitez rester dans le présent, comment est-ce que vous comptez occuper toute votre place et peser dans le contrôle du pouvoir en ce moment? Avec ces sièges que vous avez remportés. Je voudrais repartir sur les raisons qui ont amené le PDCI à participer à ces législatives. Nous aurons pu parfaitement jouer le rôle qui a été joué par d'autres en disant « nous boycottons ». Mais le PDCI n'est pas partisan de la politique de la chaise vide. Nous sommes le parti qui a fondé la Côte d'Ivoire moderne. Nous croyons en notre devoir de contribuer au développement de la démocratie. Et partout où il faudra s'asseoir pour parler des conditions à réunir pour que la Côte d'Ivoire devienne un État véritablement démocratique, vous pouvez être sûr que le PDCI sera présent. C'est ce que nous comptons faire dans la législature qui s'ouvre
et nous allons utiliser tous les moyens légaux à notre disposition pour faire en sorte que le contexte politique en Côte d'Ivoire puisse changer et que le vote des Ivoiriens puisse véritablement compter. Oui, d'accord, allez-y, Roger. Noah. Deux choses. La première, c'est que tout à l'heure, quand on a suivi la démonstration du citoyen Digré, on note qu'en 2021, nous avions 7 millions d'électeurs inscrits. Pour les élections législatives, on a eu 37% de participation, cet examen. 5 ans plus tard, nous partons de 7 millions à 9 millions. Pour les législatives, nous avons cette fois-ci 34% de participation officiellement, selon la CEI. Normalement, la participation devait être un peu quand même importante. Si notre démocratie allait bien, si notre processus électoral rassurait, si la confiance était là, ce qui n'est pas le cas. Nos concitoyens, de plus en plus, se désintéressent des élections. Parce qu'ils ont le sentiment qu'on les organise pour faire gagner des individus. C'est juste ça. Ils se mettent en rang sous le soleil, sous la pluie, ils vont voter. Et après, ils constatent que leur vote a été donné à quelqu'un d'autre. C'est ce qui a été constaté dans plusieurs circonscriptions. Et le cas de Tia Salé doit faire école. Il faut faire en sorte qu'on y voit plus clair. Parce qu'on ne peut pas avoir des PV clairement qui donnent quelqu'un vainqueur. Tout le monde a signé. Les commissions ont compilé, ont consolidé. Et puis, plus tard, d'autres PV réapparaissent et donnent vainqueur à quelqu'un d'autre et qui parade. Ce n'est pas fait pour construire la confiance. Deuxième chose, j'ai entendu tout à l'heure le concitoyen du RHDP dire que le vote à 18 ans, l'urne transparente, le bulletin unique, quoi d'autre non, ça c'est le combat de la gauche. Il est moins fatigant de dire la vérité. Le RDR, qui est aujourd'hui devenu RHDP, sortait du PDCI-RDA, qui est un parti unique. Quand Laurent Gbagbo et ses compagnons se battaient pour obtenir ça, ils étaient encore dans le parti unique. Ils n'en voulaient même pas, ils ne voulaient pas en entendre parler. Il est moins fatigant de dire la vérité. Je voudrais revenir sur les élections en Côte d'Ivoire. Nous organisons les élections pour donner au pays des dirigeants qui soient à la hauteur des défis et des enjeux. On n'organise pas des élections juste parce qu'on a envie de contenter un parti politique ou bien des amis. Il faut faire en sorte que quand nous organisons les élections, qu'à la suite de ce processus-là, le pays ait des dirigeants qui regardent les priorités du pays. L'Assemblée nationale, ce n'est pas une chambre d'amis et de copains. Ce sont des hommes et des femmes, des citoyens qui portent des projets, portent des idées, qui y vont par leur action. Tout à l'heure, j'ai entendu le citoyen Digré dire, le député, il est député de la nation. Et il a fait un clin d'œil au RHDP. Est-ce que nos concitoyens RHDP qui se font élire, qui vont à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils agissent effectivement pour la nation? Le constat que nous avons, ce n'est pas vrai. Je rappelle chaque fois qu'ils n'ont pas hésité à voter le projet de loi qui allait à l'Assemblée nationale, qui fait aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, nos concitoyens payent de l'argent pour avoir une carte nationale d'identité. Et comme certains d'entre eux, et très majoritaires, n'ont pas d'argent, ils sont sans papier en Côte d'Ivoire. Donc le fait qu'ils soient majoritaires à l'Assemblée, pour le moment, ce sont des résultats provisoires. Hein. Nous attendons après le contentieux de voir exactement comment est-ce que cette Assemblée nationale-là se configure et on verra la suite. Merci, monsieur Yuan. Monsieur Doumbia, donc, après ce tour, vous avez la parole, puisque déjà vous entendez ce que dit l'opposition, évidemment, sur ce plateau, qui peut-être craint aussi une sorte de situation monocolore à l'Assemblée nationale, donc avec un petit biais au niveau démocratique. Est-ce que c'est votre avis? Non. Permettez-moi de revenir sur un certain nombre de choses avant de répondre à votre question. Je m'excuse contre ce que mon frère a dit, que la CEI joue dans le camp de l'adversaire. Prenez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Depuis le temps du RDR, toutes les élections qui ont été ouvertes, à laquelle nous avons participé, nous avons toujours gagné. Donc, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. On gagne toujours les élections parce que nous nous préparons, qu'on soit au pouvoir ou dans l'opposition. La deuxième chose, il a dit qu'il parle de la lutte pour la transparence du processus électoral. Peut-être que vous étiez très très jeune,
Mais n'oubliez pas que nous avons fait le Front républicain avec le FPI. Et c'est dans le Front républicain que nous avons lutté pour obtenir ces avancées politiques. C'est des combats que Laurent Gbagbo a commencé avant. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Allez-y, M. Doumbia. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous avons mené la lutte ensemble et toute notre direction, à commencer par la secrétaire générale, Mme Diabaté, se sont retrouvés en prison dans le cadre de cette lutte. Donc c'est un rappel, ce n'est pas un sujet de discussion, mais ce sont des faits. Ensuite, on parle de ce que le RADP n'agirait pas pour la population. Dans l'intérêt de la population, quand nous donnons un seul fait, le fait de payer la carte d'identité, dans quel pays vous avez vu une carte d'identité gratuite? Quand on donne la carte, on produit la carte gratuitement, c'est d'autres personnes qui payent. Ça veut dire qu'on prend les impôts collectés pour payer. Donc la carte d'identité, nulle part, ça ne se produit de façon gratuite, sans coût. Donc, même si on décide aujourd'hui qu'on va donner la carte d'identité gratuitement à tous les Ivoiriens, mais c'est d'autres Ivoiriens qui vont payer. Parce que c'est les contribuables qui vont payer. Le budget n'est alimenté par d'autres choses que par les contributions donc, des citoyens. Ce dont il parle, la carte d'identité coûte 5 000 francs. Mais toutes les personnes qui ont l'âge d'avoir la carte d'identité aujourd'hui, regardez, ils ont des smartphones, ils sont tout le temps sur Internet. Dans l'année, ce qu'ils peuvent dépenser dans les connexions Internet, tout ça, ça dépasse peut-être 10 000, 20 000. Donc, venez dire que les Ivoiriens ne sont pas capables d'avoir 5 000 francs, c'est même méprisant pour nos populations, parce que moi, je connais nos concitoyens, les Ivoiriens sont des travailleurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que notre pays avance. Parce que le cap est donné par le président de la République. Mais les Ivoiriens s'engagent dans ce cap et puis travaillent pour produire les richesses donc, de notre pays. Nous irons à l'Assemblée nationale pour soutenir le président de la République pour l'application de son programme. Et ce programme a été validé par les Ivoiriens parce que les Ivoiriens savent que c'est dans leur intérêt. Donc on ne fera autre chose que de travailler dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire pour le bonheur donc, des Ivoiriens. Et donc je voudrais rassurer les uns et les autres que, comme à son habitude, sous donc l'impulsion et la direction du président de la République, nous allons travailler à cela. Et au niveau du Parlement, le débat est permis, même si l'opposition est minoritaire, mais cette opposition a la possibilité de prendre la parole pour faire le débat. Mais on ne peut pas préjuger de l'issue d'un projet de loi si le débat n'est pas encore engagé. C'est à la suite des débats que le vote a lieu. Donc, ils auront la parole, s'ils souhaitent prendre la parole, et ils vont débattre et donner leur position. Maintenant, concernant le taux de participation, ce n'est pas parce que la liste électorale, le nombre d'électeurs a augmenté, que ça a un effet immédiat sur le taux de participation. Vous pouvez avoir, si vous avez 10 millions d'électeurs, 35% de 10 millions d'électeurs, ce n'est pas la même chose que 35% de 5 millions d'électeurs. C'est-à-dire le nombre d'électeurs peut augmenter, mais le taux peut rester le même. Parce que quand on dit qu'en 2021, on était à 31%, en 2011, 36%, en 2016, 34%, en 2021, 37%, 2025, 35%. Le nombre de personnes qui se sont déplacées pour aller à ces élections, ce n'est pas le même chiffre. Chaque année, ça augmente. Mais en termes de proportion, ça reste la même chose. Bon, là, ce sont des débats techniques, mais les deux ne sont pas liés. Mais c'est pour montrer que ce qui s'est passé depuis 2001, au niveau des taux de participation, nous sommes dans la même fourchette en 2025. Donc, voilà ce que... Merci, monsieur Doumbia. Alors, messieurs, il nous reste 1 minute chacun pour terminer ce premier tableau de décryptage. Monsieur docteur Anga, 1 minute pour vous pour terminer ce plateau. Je voudrais formellement lancer un appel au président de la CEI. Le président de la CEI a promis d'effectuer une révision de la liste électorale avant la fin de l'année. Nous souhaitons vivement que cette révision se fasse
dans les meilleurs délais. Nous avons encore 48 heures, nous espérons que ce sera le cas. Nous souhaitons ensuite que le gouvernement prenne ses dispositions en ce qui concerne le respect de la loi, notamment celle relative au financement des partis politiques. Quand la loi demande qu'on finance les partis politiques, il ne faut pas les asphyxier financièrement. Tout cela concourt à la démocratie et je terminerai en lançant un appel et vous demander de bien vouloir inviter la CEI à un débat pour qu'elle puisse expliquer un certain nombre d'éléments sur lesquels nous avons des interrogations. Monsieur Youan. En une minute, je réagis sur ce que M. Doumbia a dit. Non, les Ivoiriens n'aiment pas forcément la gratuité. Ils demandent que l'État jette un regard compatissant sur leur situation de vie. Ce n'est pas tout le monde en Côte d'Ivoire qui peut s'acheter un smartphone. Quand on parle de gratuité de la CNI, nous pensons à nos concitoyens qui sont dans les contrées reculées, qui n'ont même pas 500 francs pour avoir un repas par jour. C'est pour eux que nous parlons. Je termine pour dire que nous n'avons pas à désespérer de ce pays, il faut continuer à se battre. C'est vrai qu'on peut avoir des choses à dire sur la vie de la nation, mais c'est aux acteurs de se battre pour que les choses aillent dans le bon sens. Nous devons encore faire des efforts pour notre démocratie et nous pensons qu'un jour, de nouveaux acteurs viendront pour corriger ce qu'il y a à corriger. Nous disons merci encore à nos concitoyens qui croient en nous et qui se mobilisent autour de notre projet. Merci M. Youan. M. Doumbia. Bien, je voudrais dire tout simplement que la démocratie a besoin des démocrates. Et que je rebondis sur ce que le frère a dit, que nous devons contribuer à l'éducation de nos militants, de nos populations, et que pour ça, nous devons nous-mêmes être l'exemple. Nous devons faire preuve d'exemplarité en acceptant notre défaite. Une élection, quand on s'en va, il y a deux issues. On gagne ou on perd. Quand on perd, on l'accepte, on analyse, et après on se prépare pour revenir. C'est comme ça que ça se passe en démocratie. Et il y a d'autres, je vais parler du PDCI qui perd régulièrement du terrain. Et donc, ce n'est pas le RHDP qui le fait. Le RHDP n'organise pas les élections. Le RHDP compétit comme tous les autres. Souvent, nous sommes battus par des indépendants, nous sommes battus par certains cadres du PDCI, par d'autres partis politiques, et nous acceptons notre défaite. Je voudrais aussi remercier les Ivoiriens pour leur cohérence, parce que ils ont donc porté leur choix sur le programme du RHDP. Ils sont venus consolider ce choix, et nous sommes très heureux, et nous leur disons merci d'avoir été aussi cohérents, parce que cela ouvre de très belles perspectives pour notre pays dans les années à venir. Le chef du service politique, Michel Digré, on va terminer avec vous. Juste dire que nous espérons que cette période de contentieux qui s'ouvre soit, je vais dire, paisible et que le droit soit dit. Féliciter tous ceux qui ont gagné et également féliciter ceux qui ont perdu et qui ont appelé les vainqueurs et reconnaître leur défaite. Et je pense qu'on ne perd jamais, on apprend toujours de cette défaite et espérons que la prochaine législature qui s'ouvrira permettra d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Merci Michel Digré, chef du service politique RTI. Merci M. Doumbia Ibrahima du RHDP. Merci Dr Jean-Marc Angard du PDCI RDA. M. Roger Youan de l'ADCI. Merci pour ce premier tableau. On va se retrouver tout de suite. Alors, ces législatives, vous avez bien vu, mesdames et messieurs, des signes de grands défis en Côte d'Ivoire. Le débat reste ouvert chez vous, mais aussi sur nos différents plateaux au fil du temps. Les députés, vous le savez, sont élus pour la nation ivoirienne. Voyons d'ailleurs ce qu'attend cette nation ivoirienne, la société civile de cette prochaine législature. Nous avons les résultats provisoires de l'élection du 27 décembre dernier, des résultats qui annoncent un nombre de plus en plus important de jeunes dans cette assemblée élective. Nos attentes sont axées autour de trois grands points. Le premier point, c'est la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision. Quand vous prenez aujourd'hui le code électoral, vous remarquerez par exemple que pour être sénateur, il faut avoir au minimum 35 ans, ce qui pénalise le maximum de jeunes.
Et si je m'adosse donc aux consultations nationales de la jeunesse qui ont été portées en août dernier au Premier ministre chef du gouvernement, nous revenons sur donc, cette attente-là qui est d'aligner sur l'âge des conseillers municipaux et régionaux qui est exigé donc à partir donc, de 24 ans. Donc à côté de cet élément, on a l'entrepreneuriat et l'insertion des jeunes. Ce à quoi nous aspirons, c'est que le législateur puisse légiférer afin de permettre à ce que la Côte d'Ivoire puisse avoir une taxe insertion et entrepreneuriat des jeunes, de sorte à accroître donc l'assiette permettant à un plus grand nombre de jeunes donc, de bénéficier des opportunités de l'État en faveur de ceux-ci. Parce que la jeunesse, c'est la majorité de la population, parce que beaucoup d'initiatives ont été portées, on voit l'impact sur la société, mais nous attendons beaucoup plus de nos gouvernants. Un troisième élément, c'est au niveau donc, de l'entrepreneuriat également. C'est que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ne peuvent pas évoluer comme ils le souhaitent. Pourquoi? Parce que le phénomène de part de porte gangrène notre communauté. Il faut aujourd'hui que le législateur puisse statuer, encadrer ces dispositions de sorte à ce que les jeunes puissent entreprendre valablement et porter des initiatives qui puissent générer en tout cas et accompagner la croissance qui a été impulsée par notre pays. Et je terminerai par une actualité que vous avez certainement ici à votre niveau. Prenez aujourd'hui donc les jeunes livreurs. Les livraisons sont portées essentiellement par les jeunes. Il faut qu'on organise de plus en plus le secteur et donc par extrapolation donc, le secteur informel en Côte d'Ivoire, de sorte à ce que tous ces jeunes-là puissent bénéficier, mais également que l'État puisse encadrer, accompagner ces jeunes-là à être de réels catalyseurs pour notre économie. Voilà en quelque sorte les attentes pour cette nouvelle législature. Nous souhaitons une bonne mandature, mais nous demandons et nous réitérons notre appel donc aux législateurs, de sorte à ce qu'ils travaillent pour l'intérêt du peuple. Parce que les citoyens ivoiriens, les Ivoiriennes et les Ivoiriens attendent beaucoup de... En tant que représentante des organisations féminines et féministes, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, aujourd'hui il ne se passe pas une seule sans qu'un cas de féminicide ne soit décrié en Côte d'Ivoire. Et au niveau de la loi pénale, le féminicide n'est pas légiféré. Nous attendons de cette nouvelle législature-là que cette question soit prise à bras-le-corps pour que nous ne puissions plus pleurer nos sœurs, nos filles, nos mamans dans les foyers qui meurent sous les coups. En ce qui concerne la représentativité des femmes dans les instances élues, déjà la loi sur la représentativité des femmes promet un quota de 30%. Il se trouve qu'au niveau du code électoral, l'intégration de ces dispositions-là ne sont pas encore faites, ce qui fait que nous constatons une sous-représentativité dans les assemblées élues. Ce que nous attendons de cette nouvelle législature, c'est qu'il y ait une révision en la matière pour que ces questions-là, ces dispositions soient intégrées dans le code électoral. En ce qui concerne la question des enfants, nous constatons un phénomène qui prend de l'ampleur. Les enfants qu'on utilise pour faire de la mendicité. On parle du travail des enfants, on voit beaucoup les enfants de la cacaoculture. On ne parle pas de ces enfants-là qui sont aux abords des rues et qui sont utilisés comme des mendiants. Nous souhaitons vraiment que les députés, les sénateurs, toute l'Assemblée élue se penche sur ces problématiques pour que nous arrivions à la tolérance zéro. Nous savons déjà ce qui a été réalisé comme effort, il reste beaucoup à réaliser. Alors je voudrais déjà me réjouir de ce que les élections législatives se sont bien tenues, parce que généralement quand il y a des élections que ça ne se tient pas bien, les premières victimes ce sont les personnes en situation de handicap. Alors quand ça s'est bien tenu, c'est un grand bonheur pour nous tous. Maintenant ce que nous attendons du Parlement, c'est-à-dire que des députés, il faut que chaque député se rassure que des mesures spécifiques ont été prises pour que les personnes handicapées puissent bénéficier effectivement et de façon efficace, n'est-ce pas, des lois qui sortent du Parlement. De façon pratique, bon, il y a un premier domaine. Vous savez, nous, en 2022, les personnes handicapées de Côte d'Ivoire se sont réunies avec la CEI, la Commission électorale indépendante, pour parler des insuffisances des lois actuelles, c'est-à-dire du code électoral, dans son application. Il y a des insuffisances parce que les personnes handicapées, surtout non-voyantes, ne peuvent pas voter seules. Donc il y a des mesures à prendre pour garder le secret de leur vote. Et quand on s'est réunis, il est nécessaire pour que les mesures qu'on a pu adopter là-bas ensemble, qu'on appelle les recommandations de Grand ensemble, que cela puisse être appliqué, que le Parlement vote une nouvelle loi, c'est-à-dire un nouveau code électoral qui prend en compte tout cela. Et que le gouvernement, n'est-ce pas, leur propose un projet de loi. Et nous avons envoyé tout cela à travers la CEI au gouvernement et on attend que cela passe par le Parlement. Il y a cette loi, mais il y a aussi bien d'autres lois pour lesquelles la question du handicap, vous voyez, quand on parle des différents codes
le code pénal et autres. On parle d'imbécilité, c'est-à-dire quelqu'un qui est en situation d'imbécilité. Mais ce sont des thèmes, en parlant de personnes qui ont un handicap, soit intellectuel ou psychosocial, ou même psychique, on parle d'imbéciles. Ce sont des thèmes qu'on ne peut pas garder quand la Côte d'Ivoire, notre pays, a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre de choses à améliorer. Et pour cela, le Parlement a besoin de s'imprégner de la question du handicap et prendre en compte toute la question. Mais pour que cela puisse se faire de façon efficace, il est important que le service légistique du Parlement s'accorde avec le Conseil national des droits de l'homme. Bienvenue dans ce deuxième tableau des décryptages des élections législatives, cette fois avec des politologues, on va dire de façon globale. En commençant par vous présenter Landry Couillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste, évidemment analyste politique. Et juste à côté de vous, professeur Nanougo Koulibaly, professeur des universités, qui est aussi analyste politique. Bonsoir, professeur. Bonsoir, M. Kolo. Docteur Anoke Venderek, politologue aussi. Bonsoir, docteur. Bonsoir, je ne suis pas docteur. Ne me faites pas de problèmes avec les universitaires. Je suis juste maître. Bon, disons qu'au commencement, il y avait la parole. Vous le savez certainement. Merci. Merci. Docteur Arthur Yobo est sociologue du politique. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Évidemment, vous êtes docteur, vous. Oui, vraiment. D'accord. Bienvenue, messieurs. Je vais commencer par le juriste. Alors, dites-nous, par le droit, est-ce que vous pensez que cette élection s'est déroulée comme prévu par le code électoral? Au-delà du code électoral, il y a d'abord une constitution qui organise l'activité du pouvoir législatif et au regard des dispositions pertinentes de la Constitution, le code électoral s'y arrime au point où, à date, l'élection des députés à l'Assemblée nationale s'est tenue et démontre que l'État de Côte d'Ivoire est un État qui fonctionne conformément à cette disposition juridique lui permettant d'avoir de la crédibilité en interne comme à l'externe. Donc, pour le juriste que je suis, pas besoin d'être constitutionnaliste, mais le juriste que je suis se satisfait de ce que les lois aient sens dans le but ou dans l'ordre de ce qu'elles sont appliquées. Et elles sont appliquées de manière rigoureuse, nonobstant ou en dépit de ce que certains pourraient penser n'avoir pas eu suffisamment le temps de s'organiser ou de se réorganiser. C'est plutôt à nous d'être dans la marche de la loi, parce que c'est la loi qui fait notre société. Et dans une société où la loi est construite ou appliquée en fonction des déshydratats des uns et des autres, cette société est vouée à être perdue. Nous sommes fiers d'être dans un État. Et un État, c'est d'abord une structuration, une démarche juridique. Et nous sommes dans cette dynamique, en tant que citoyen et en tant que juriste, en être satisfait. Alors, professeur Koulibaly, votre observation très attentive de la vie politique en ce moment est attendue sur ce plateau. Que vous disent les chiffres de cette élection législative? Bien, merci beaucoup. Alors, au regard des chiffres de cette élection, je veux dire que d'abord, l'élection législative, il faut l'inscrire dans le cadre global du processus électoral, qui tient compte de la présidentielle d'abord, et ensuite l'élection législative qui suit. Alors, au regard de ces deux éléments-là, je peux dire qu'il y a une sorte de cohérence de l'électorat. L'électorat a quasiment plébiscité un président de la République en octobre dernier, et les résultats des législatives consacrent encore la domination quasi sans partage de ce même parti politique-là. Donc, il y a une sorte de cohérence entre les résultats des élections présidentielles et ceux des élections législatives. Ce qui me paraît être un grand classique d'ailleurs, parce que globalement et très généralement en Côte d'Ivoire, les populations offrent la majorité au Parlement aux partis qui généralement gagnent l'élection présidentielle. Ce qui donne carte blanche, j'allais dire, pour mettre en œuvre ses réformes ou bien mettre en œuvre sa politique, son programme de gouvernement. Voilà globalement ce que je peux dire sur ces élections législatives. Alors, Kevin Derek, si nous restons sur la lecture politique de ces résultats provisoires, qu'est-ce que vous pouvez nous donner du sens de cette législative ?
Dans une appréciation globale, on peut déjà, comme mentionné par le juriste Landry Cuyot, se réjouir de ce que ces élections se tiennent à date constitutionnelle, quelque peu. Donc, on avait entendu une partie de la classe politique suggérer son report, ce qui aurait incidemment demandé à ce que nous puissions faire des aménagements avec les dispositions constitutionnelles, ce qui ne paraîtrait pas élégant. Donc, on peut déjà se réjouir que ça puisse se tenir à date. L'observation générale sur les premiers chiffres, avant peut-être qu'on ne puissions rentrer dans les profondeurs, c'est de montrer que ces élections législatives nous donnent de voir une situation qu'on n'avait pas vécue il y a un peu plus loin derrière nous, peut-être avant l'effectivité de notre multipartisme, c'est d'avoir quasiment une Assemblée nationale unicolore, presque, nous y sommes quasiment. Donc ça, c'était vraiment une tendance qu'on vivait peut-être sous le parti unique avec le président Félix Houphouët-Boigny. Sinon, c'est très rare de mémoire et de fait politique que nous puissions atteindre un tel score assez important qu'on peut relever. Mais moi, je voudrais surtout apprécier dans le jeu électoral la forte mobilisation des jeunes qui ont marqué un intéressement particulier à ces élections législatives. Et également celui des, comment dire ça, du contenu de la campagne électorale, parce qu'on s'est rendu compte que les critiques et les observations portées par l'ensemble de la classe des forces vives ivoiriennes, donc de la société civile et des électeurs, ont conduit quelque peu les différents candidats à soigner un peu leur façon de mener la campagne. Donc on n'était plus vraiment exposé à des tendances de candidats aux législatives qui font le jeu d'agents de développement. Nous allons construire des routes, nous allons... La preuve, ceci était un discours qui ne s'entendait plus très bien des électeurs parce que très bien sensibilisé sur le fait qu'un député n'est pas un agent de développement direct, quoique certains veuillent bien faire des développements pour pouvoir nous dire de façon indirecte, il pourrait l'être. Mais il ne l'est pas. Et ça, on peut apprécier ce changement de figure-là et cette prise de conscience. Un dernier élément, par contre, à l'inverse de ce côté qu'on peut apprécier, c'est de déplorer malheureusement qu'on a assisté à une forme de clientélisme électoral qui est déplorable et qu'il faut de plus en plus soigner. Ce que j'appelle le clientélisme électoral, c'est de prendre l'opportunité de la phase de la propagande politique pour faire des dons. On a vu des candidats donner de l'argent à des populations dans le prétexte de construire un établissement ou quelque chose comme ça qui serait utile aux populations locales. On a vu des candidats offrir des véhicules, des ambulances et autres, tout ça. Dans une bonne démocratie qui fonctionne très bien, où nous avons besoin que le citoyen reste éclairé des idées pour pouvoir prendre une décision consciencieuse, de tels actes peuvent être assimilés à une volonté de tendance de clientélisme électoral qui consisterait tout simplement à un achat de voix ou de conscience. Ça, c'est un élément à déplorer, mais c'est clair que notre démocratie se construit peu à peu et on finira par arriver à ce point de maturité satisfaisant. Docteur Arthur Yobo, une nouvelle carte s'est dessinée au niveau de l'Assemblée nationale après ces législatives. Quelle est votre lecture de la situation? Oui, je constate que depuis 2011, date d'accès à la présidence du RHDP, il y a un fait majeur qu'il ne faut pas oublier, c'est que le RHDP a bénéficié, pour moi, du soutien de l'opposition dans sa grande majorité pour élaborer son projet. Quand je parle de soutien de l'opposition, à l'époque, c'était le PDCI qui avait adoubé le RHDP, le RDR qui est le RHDP. Et dans la même dynamique, par les types de comportements qu'on a observés au niveau du PPACI, de ne pas participer ou de boycotter ces élections-là, ça donnait le champ libre au RHDP de pouvoir faire asseoir ce que j'appelle sa domination, sa capacité à imposer son leadership, sa vision, même dans les bastions qui étaient rattachés même au PPACI, au PDCI. Si vous observez bien pour la particularité de Trècheville, c'est avec, je dirais, la bénédiction d'Amicha que le PDCI a basculé aux mains du RHDP
pour la commune de Trècheville. Il en est de même pour beaucoup de régions. Mais la chose qui m'a beaucoup marqué dans cette élection, c'est d'abord, j'ai observé un déploiement de leadership en termes entre le PDCI et le RHDP. Si vous observez bien, en 2021, le PDCI avait 66 sièges, si je me rappelle très bien. Mais si vous observez, c'était avec, je ne dirais pas le leadership de son ancien président qui avait pesé de toute sa capacité à faire asseoir son programme au sein des bastions qui étaient là. Mais aujourd'hui, avec la configuration du PDCI, on observe qu'il y a des partis qui n'ont pas pris, qui ont échappé complètement au PDCI. Mais l'une des choses en tant que sociologue qui m'a beaucoup marqué, c'est un type de comportement que j'ai observé. Il a parlé de clientélisme, mais moi je parlerai d'acteurs stratégiques, des électeurs stratégiques et des candidats stratégiques. C'est-à-dire qu'ils ont saisi les opportunités pour présenter leurs besoins. Bien vrai qu'ils savent que l'élection des députés n'est pas celui-là même qui travaille dans le sens du développement direct, mais il y a des discours qui ont été produits selon lesquels il pourrait être le canal qui va parler à celui qui sait et qui pourrait apporter un élément de réponse à des situations concrètes. Donc c'est ce qui a fait qu'on a observé un peu, surtout de beaucoup de pratiques des acteurs bien installés qui ont mis en évidence cette dimension de proposer des éléments afin de pouvoir résoudre des situations concrètes. On a aussi observé ce que j'appelle des solidarités très fortes qui, par exemple, quand vous prenez les localités très éloignées, les appartenances religieuses qui ont été vraiment mobilisées dans les votes, il y a eu des votes communautaires à ce niveau-là. Il y a aussi le niveau d'instruction que j'ai observé. Je prends par exemple le cas de Cocody. C'est un exemple qui m'a beaucoup marqué avec le jeune Jean-François Kouassi qui est venu en 4e position après le PDCI, le RHDP et puis l'A2CI. Donc ce que j'ai observé ici, vous observez bien la dynamique ici en tant que jeune. Ce sont des jeunes beaucoup connectés, mais c'est les variables socio-démographiques qui ont joué en sa faveur. Donc, cette dimension de pouvoir faire de la proximité dans les cars, dans les bus, a participé à positionner un acteur stratégique dans ce sens-là. Donc, pour moi, c'est une bonne expérience en termes d'observation, mais ma grande préoccupation, c'est l'hégémonie même du RHDP au risque d'effriter ce que j'appelle la démocratie. On aura l'occasion d'en parler dans le détail. Justement, puisque Dr Yeboah nous permet d'y aller un peu plus dans le détail, ces localités que le PDCI perd, ces progressions qu'il y a eu au niveau du RHDP, on peut peut-être aussi se dire que le PPACI avait quand même une part importante à jouer dans ces élections législatives. Landry Couillot. Déjà, permettez-nous de parler de ceux qui ont accepté de jouer le jeu démocratique. Et puis, de manière marginale, les autres, on en parlera plus tard. Parce que ce serait leur faire offense que de parler pour ceux qui n'ont pas voulu être dans ce jeu-là. Je voudrais dire que lorsque le président Ouattara accède à la magistrature suprême, il accède à cette magistrature, certes, avec le concours du PDCI-RDA, mais le RDR détient la majorité au niveau des élections locales. En 2022, parti d'opposition, sous le régime Laurent Gbagbo. 2001 plutôt. 2001, les élections. Pardon, 2001. C'est important à marquer, parce qu'on a l'impression que cette hégémonie, elle était spontanée. Elle n'est pas spontanée. Ce qu'on disait du RDA à l'époque était un parti dont l'électorat ou le dispositif était urbain. Le travail qui a été mené depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui a été de consolider la base urbaine et de pénétrer dans les zones rurales. Et c'est intéressant de le constater parce que, comme disait le docteur, l'absence ou le refus de compétition, la gageure stratégique de la gauche ivoirienne, qui est celle de se marginaliser, a permis donc aux partis au pouvoir d'asseoir et d'ancrer. Les gens ont l'impression que l'électorat est captif. Si hier j'avais 25 ans, aujourd'hui j'ai 45 ans, mes besoins ne sont pas les mêmes, ma vision du monde n'est pas la même. Tu es absent, il y a quelqu'un d'autre qui apparaît.
Et si ton électorat, et si j'avais 60 ans à l'époque où tu étais encore au pouvoir, peut-être que j'ai disparu de ce monde. Et il y a d'autres acteurs qui apparaissent, de nouvelles personnes qui naissent. Donc lorsque les gens apprécient l'électorat ivoirien dans le prisme d'il y a 20 ans, il y a 30 ans, je me pose des questions sur la lucidité de ceci. Les populations sont dynamiques d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue moral. Même ce que nous adorions et aimions hier, on ne l'aime pas aujourd'hui. Par voie de conséquence, l'absence ou la non-participation de la gauche a permis donc au centre droit et à la droite en particulier de pouvoir s'asseoir et de pouvoir construire cette hégémonie. Ça n'a rien de surprenant d'avoir cette carte-là qui devient pratiquement orange. Ça n'a rien de surprenant. Lorsque on a un parti politique qui est organisé, qui est structuré, qui a pour leitmotiv la discipline et un leader qui est charismatique. Lorsqu'en face, on a des partis qui se disloquent. On a des partis qui s'affrontent en interne. On a des personnes qui acceptent ou décident de contourner d'autres. Lorsqu'on a traduit le jeu politique ou le discours politique en des débats domestiques, pensez-vous que les Ivoiriens vont porter leur confiance en des partis politiques ou en des leaders politiques incapables de pouvoir traduire de manière cohérente une offre politique? Mais non. Mais non. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est bien la conjugaison de deux choses. La première, c'est le mérite du RHDP de pouvoir se construire, d'être structuré et d'avancer, mais aussi de l'autre côté, d'une opposition qui manque de vision stratégique, très claire. Sur un plateau de télévision, sœur, je disais, mais si donc vous estimez que l'élection du président de la République est contrarié parce que le taux de participation n'était pas important et que parce que l'opposition n'a pas participé, j'attendais de voir le taux de participation législative. Parce que vous dites que 50% de taux de participation, cela traduit le fait que vous n'avez pas été présent. Donc aux législatives, on devait avoir beaucoup plus. On n'a que quoi? À peine 35. Cela veut dire quoi? Cela veut dire concrètement que les Ivoiriens ne sont pas dans cette logique-là et qu'eux ne sont pas capables de mobiliser un électorat qui les suivrait dans leur démarche. Donc, madame, ce que l'on peut dire tout simplement, c'est qu'on ne peut pas être surpris de ce qui se présente à nous aujourd'hui. Ce n'est que le résultat ou la résultance d'une démarche claire et stratégique d'un parti présidentiel qui se donne les moyens d'aller à la conquête des Ivoiriens. Justement, vu que la droite est bien présente, comment est-ce qu'on évite cette impression de parti-État? Madame, c'est comme si vous reprochiez à un premier des classes de rester premier. Parce que lui, il fait des efforts pour avoir des meilleures notes et que les autres qui ne travaillent pas se plaignent. Pourquoi est-ce que c'est toujours lui qui est le premier? Que voulez-vous? Qu'il fasse espoir pour avoir 0 sur 20? Pour faire plaisir au dernier de classe? Nous ne sommes pas dans un parti-État. On serait dans un parti-État. Aujourd'hui, la communication ou les éléments de langage, c'est de nous rappeler à 40 à 50 ans en arrière pour dire on est dans le parti unique. Il n'y a pas de parti unique. Le parti unique est un système politique exclusif de toute autre expression politique. Il y a d'autres partis qui participent. Il y a des partis qui s'affaiblissent, il y a des partis qui manquent de vision stratégique, il y a des partis qui déçoivent leurs propres militants. Et beaucoup les ont sanctionnés. On a vu plusieurs se rire de ces résultats-là. Et il y a un autre parti qui profite d'une situation et qui ne va pas bouder son plaisir d'occuper l'espace politique lorsque soit vous ne vous présentez pas ou vous n'avez pas la démarche nécessaire afin de convaincre les militants qui sont en face. Professeur Coulibaly, est-ce qu'il n'y a pas là une lourde responsabilité politique pour le RHDP dans cette position-là? Alors, la responsabilité politique, elle est collective. Le RHDP passe sa responsabilité, mais les partis d'opposition également ont leurs responsabilités. Le tout est de pouvoir avoir une vision, comme il a dit, stratégique, et puis savoir ce qu'on veut, et savoir rester soi-même. Vous voyez, le PDCI, en acceptant de revenir dans le jeu politique, a pu au moins conserver quelques éléments de son bastion naturel. Ils ont accepté de participer. Ils ont compris, après quelques moments d'errance politique, ils ont accepté de revenir dans le jeu et de compétir. Et c'est là la question essentielle. Le champ politique, il est dynamique. Quand on était plus jeune, on avait le coutume de dire dans la nature, quand un oiseau se lève, un autre s'assoit. Vous laissez un espace, moi je l'occupe. Il est question de s'organiser, de participer au débat politique et de ne pas toujours faire des passes décisives au RHDP. 2020, élection présidentielle,
tout le monde se débine, passe décisive, le RHDP se frotte les mains. Et ce qui est intéressant, et qui prouve qu'ils étaient totalement à côté de la plaque, on négocie pour un report des élections législatives qui se tiennent en mars 2021, et tout le monde participe. Globalement, toute la classe politique participe. 2025, pardon, vous êtes dans une situation donnée, une compétition interne mal négociée, des choix stratégiques, des choix politiques pas toujours opportuns, vous amène dans une situation d'errement encore et vous refusez de vous adapter à la situation et de prendre part à l'élection présidentielle. Rapidement, vous rêvez pour l'élection législative, vous participez pour le PDCI et pour le PPAC, qui avait un groupe parlementaire, qui était bien représenté, qui se débine, qui refuse le jeu politique. Normal, donc, en ce moment précis, la responsabilité, elle n'est pas qu'au niveau du RHDP, elle est au niveau de tous ceux qui incarnent la classe politique, tous ceux qui composent la classe politique nationale. Parce que, en tant que parti politique, vous représentez une frange importante de la population. Quand vous refusez de participer au débat et au jeu politique, c'est cette population-là que vous mettez hors des échéances. Et voilà, globalement, vous êtes finalement absent du Parlement, qui est le lieu par excellence de la délibération et du débat politique. Que voulez-vous? La responsabilité, elle est globalement partagée. Et le RHDP, à la limite, je dirais qu'il est suffisamment responsable, qu'il s'organise en connaissance de cause et il s'adapte aux réalités pour toujours engranger un peu plus de députés. Mais regardez, ça aussi, c'est la capacité du RHDP à faire des choix conséquents. Regardez la carte qui est en train de devenir totalement orange, mais dans toutes les zones stratégiques du pays, ils sont des cadres d'un certain niveau qui font confiance, qui mettent au devant de leur combat politique. Et c'est ces cadres-là qui étaient déjà des directeurs de campagne du candidat Ouattara à la présidentielle. Donc normalement, il s'ensuit qu'ils ont eu le temps de parler aux populations, de se faire connaître, de véhiculer, j'allais dire, leur idéologie. Donc naturellement, quand les législatives arrivent, c'est des visages déjà connus, c'est des visages que l'électorat adopte très rapidement. Voilà globalement ce que je pourrais dire sur cette question-là. Alors, monsieur Anvo, est-ce que vous êtes d'accord qu'effectivement cette absence du PPACI a aussi quelque part permis au HDP d'avoir cette carte orange? Avant de répondre à votre question, je voudrais, permettez-moi très rapidement, de partager une lecture quelque peu diluée ou différente de la comparaison qu'on peut bien faire ou de l'interprétation qu'on peut bien avoir du taux de participation aux élections législatives par rapport à celui de la présidentielle et du discours tenu par les partis d'opposition, justement, en disant, bon, finalement, on est à 30, 35, donc ça veut dire qu'on peut en déduire que les partis d'opposition ne valent pas grand-chose sur l'échiquier politique. Déjà, on ne saurait comparer à la fois le taux de participation à la présidentielle et celui des législatives. Pour la simple raison que, et le premier panel l'avait démontré avec le représentant du candidat du RHDP, du parti au pouvoir, qui disait, même en 2000, nous avions un taux de participation législative qui se situait en 31 ou 32% quasiment. Donc, pour dire que la fourchette, comment je vais dire ça, moyenne, en réalité, du taux de participation aux élections législatives a toujours tourné autour de ce tiers-là, donc des 30% quasiment. Le problème ici, la lecture qu'on a ici, et ce qu'on peut observer à partir de là, c'est de dire que quasiment le corps électoral, le corpus électoral qui est actif reste toujours le même. Bien entendu, quand les années passent, on peut avoir un vieillissement ou une disparition d'un certain nombre d'électeurs qui sont remplacés par d'autres. Mais c'est un peu comme si on assistait à une sorte de somme nulle. Voilà. Et donc, on reste toujours dans cette même fourchette des 30%. Et en réalité, cela témoigne du fait que les Ivoiriens et la plupart des électeurs ne comprennent pas très bien le rôle des députés, du pouvoir législatif, du Parlement lui-même. Alors que le Parlement, c'est le cœur de la démocratie. Quand vous partez dans la Grèce antique, c'est quasiment l'une des institutions les premières, les plus importantes mises en place avant que n'arrivent les autres pouvoirs dont
Montesquieu a bien fait la théorie en parlant de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Ici, en Côte d'Ivoire, la forme de notre régime dit présidentialisme concentre l'ensemble des pouvoirs dans les mains du président, donc du pouvoir exécutif. Ce qui fait que le pouvoir exécutif a beaucoup plus d'importance et d'intérêt aux yeux des Ivoiriens et ce qui justifie qu'on enregistre des scores assez importants au niveau de la présidentielle que des législatives. Donc, il n'est pas une question de dire que comme on a eu les 30% et que l'opposition y était, ça veut dire qu'il ne pèse pas grand-chose parce qu'en 2000, le RDR, à l'époque, qui était un parti d'opposition qui comptait justement dans le corpus électoral, n'a pas pris part aux législatives. On n'en a pas déduit pour autant qu'il ne valait pas grand-chose sur le plan politique. Je réponds très rapidement à votre question. Rapidement, bien entendu, l'absence du PPACI ouvre le bal quasiment et laisse roue libre aux partis au pouvoir, de pouvoir, comment on va dire ça, conquérir des chantiers. Si vous comparez les deux cartes des législatives en 2021 et ceux de 2025, vous vous rendez très vite compte que la marée orange, en 2025, noie totalement la carte de la Côte d'Ivoire. On se dirait qu'on est en présence de toute une savane. Alors qu'en 2021, c'était un peu bien coloré. On avait un peu de fleuve à côté pour parler de la couleur bleue du PPACI et on avait un peu de vert. Donc, on avait encore de la végétation et un peu de savane. Tout était un peu plus ou moins en équilibre parfait, même s'il y avait une majorité absolue du RHDP. Mais là, nous sommes quasiment à une majorité qualifiante qui conduit quasiment à un chemin unicolore de l'Assemblée nationale. Docteur Arthur Yoboué. Oui, il y a la responsabilité que j'avais évoquée d'entrée de jeu, mais il y a une chose que j'ai observée aussi de façon générale et qui, pour moi, est importante dans le système démocratique, c'est de faire en sorte de réduire le sentiment de fraude électorale. Si vous observez bien le panel qui s'est précédé, il y a eu l'accent qui a été mis sur une vulgarisation des pratiques qui n'honorent pas le jeu électoral. Et ça entache même la crédibilité de l'élection. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons une élection qui s'est jouée. Moi, le premier constat que je fais, c'est que lorsque les indépendants battent les candidats du pouvoir en place, on ne parle pas de fraude. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Mais lorsque les candidats du RHDP battent des personnes populaires ou bien des gens de l'opposition, là, il y a toute une théorie qui sort de... Donc, pour moi, c'est là que le pouvoir maintenant législatif et surtout la dimension judiciaire rentre en jeu. Ici, c'est le Conseil constitutionnel qui est demandé en instance pour pouvoir clarifier cette situation. Donc, pour moi, lorsqu'il y a une communication, des procès qui sont faits de façon claire, le citoyen peut s'informer et prendre la mesure pour pouvoir construire le sentiment de confiance. Parce que le vote, c'est quoi? C'est au-delà de la rencontre entre un acteur et son électorat, c'est ce qui solidifie même les institutions. Je crois à un idéal, c'est la raison pour laquelle je participe au vote. Donc ça fait partie des dimensions même de notre citoyenneté, participation au vote. Donc j'ai le droit de choisir celui qui va prédestiner à la destinée de ma nation. Mais dans le jeu législatif, il y a une dimension de parler au nom de la population. Donc, moi, ma grande préoccupation que j'avais soulignée dans cette marée orange, si on veut se mettre dans cette dynamique-là, c'est le fait qu'il y ait un danger même de la démocratie, dans la mesure où le contre-pouvoir qui se veut de réduire l'exécutif, parce que quand vous observez la marée orange, la majorité sont vraiment des cas du RHDP et qui ont des positions stratégiques dans le gouvernement. Et quand vous observez, vous rejetez un regard depuis le mode de fonctionnement depuis 2011, le président, dans sa façon de fonctionner, il a beaucoup procédé par des nominations. Je prends le cas de l'université Félix-Houphouët-Boigny où des positions étaient électives, mais qui sont passées à des positions nominatives. Donc tous ces éléments-là renforcent le sentiment même de l'exécutif, la prééminence de l'exécutif sur la capacité à diriger. Donc pour moi, si cette manière de faire continue dans cette dynamique, on aura une forme de, je ne dirais pas monarchie, mais une forme de dynastie qui va se positionner légèrement, et cela, ça met en mal
la démocratie. Alors, docteur Yoboué, sortons un peu des oppositions entre partis politiques au pouvoir et partis d'opposition. Et on s'intéresse un peu plus aux indépendants. Ils ont quand même acquis un peu plus de 20 sièges à l'Assemblée nationale. Les voyez-vous toujours rester dans leur position de neutralité ou, en fonction des profils de ces indépendants-là, vous les voyez bien rejoindre des factions politiques? De façon générale, on constate que lorsque les indépendants ont accès à des positions, ils se rallient. On l'a vu avec l'EDS, on l'a vu avec le RHDP, ce qui a renforcé les positions du RHDP. Mais le discours qui est mis en évidence, c'est le fait qu'ils estiment qu'en étant proches de tel parti, de telle formation, de tel groupe parlementaire, ils pourront être forts et puis faire passer un certain nombre de lois selon leurs convictions. Donc, pour moi, cette dynamique-là va se dégager. Mais la préoccupation qui se joue, c'est la gouvernance participative qui doit être mise en avant. C'est-à-dire quoi? Ceux qui parce que vous êtes parti au nom des indépendants. Donc, vous avez présenté votre projet et dans le jeu politique, il y avait des candidats du pouvoir, il y avait des candidats de l'opposition. Et si le peuple vous a choisi, vous, en tant qu'indépendant, c'est parce que ce peuple-là vous juge légitime de parler en son nom. Donc, quand vous partez maintenant pour donner en griffe votre victoire à un groupe parlementaire, ça signifie que vous avez des raisons légitimes pour le faire. Donc pour moi, c'est la gouvernance participative dans la mesure où vous revenez pour expliquer à vos mandants que voici les raisons qui m'amènent à pouvoir m'allier à telle formation politique pour pouvoir vraiment être efficace dans mon rôle de député. Parce que seul, je ne pourrais pas, mais avec les autres, voici, je pense que pouvoir avoir On va terminer en même temps avec ce tour avec vous, en commençant par vous, monsieur Anvo. C'est Dr Yoboué qui parlait de démocratie, oui, parce qu'il y a cette carte orange au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est votre avis que dans le jeu politique, aujourd'hui, on parlerait moins de démocratie parce que l'Assemblée nationale est contrôlée par le RHDP? Les cartes ne sont pas jouées d'avance. Hein. Vous savez, nous avons maintenant un Parlement bicaméral. Donc, nous avons le Sénat aussi qui est là. Nous savons aussi que le renouvellement du Sénat se fait de façon par scrutin indirect. Donc, les élections municipales qui arrivent en 2028 également peuvent être assez décisives sur un retour des partis d'opposition dans leur structuration pour pouvoir avoir leur mot à dire dans le jeu politique. Mais effectivement, c'est bien dommage. C'est satisfaisant pour le parti au pouvoir, mais c'est bien dommage pour les citoyens et pour les observateurs de la vie politique de se dire, finalement, le Parlement va rester unicolore. L'Assemblée nationale, surtout, va être unicolore. Et nous savons que, techniquement, quand cela est ainsi sous nos cieux, le Parlement ressemble un peu plus aux concurrences, en quelque peu, la Poste, on va dire ça. Le Parlement ressemble à une caisse d'enregistrement, tout direct. Les lois arrivent un peu comme une lettre à la Poste, elles sont rapidement expédiées. C'est le sentiment général qu'on a, c'est l'observation qu'on peut avoir de la plupart des faits politiques antérieurs, et cela peut donner le sentiment justement que la démocratie a perdu un peu de sa vitalité. Donc, c'est pour ça qu'on trouve un peu dommage et à la fois dommageable que les partis d'opposition, y compris les candidatures indépendantes, n'ont pas eu grand succès à ces élections législatives-là pour pouvoir équilibrer justement le rapport de force à l'intérieur de l'Assemblée nationale qui constitue... On a presque terminé. Hein. Marine, on a une minute pour chacun des deux. Professeur Koulibaly. Oui. Alors, je voudrais peut-être revenir sur la question des indépendants. Assez rapidement. Peut-être qu'il y a deux, faut dire qu'il y a deux types d'indépendants. Hein. Il y a les indépendants qui ont un projet personnel, vous voyez, mais il y a des indépendants qui contestent des décisions prises en interne dans leur parti politique et ceux-là, c'est pas exclu qu'ils rallient rapidement le parti auquel ils appartiennent en réalité. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que la carte qui est totalement orange, c'est aussi la conséquence de la démocratie. Parce que c'est à la suite d'élections que la carte est devenue orange. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris un crayon de couleur pour colorier. Non, non. En fait, c'est à la suite C'est dommage que... ce qui aurait été intéressant, c'est que des indépendants, véritablement indépendants, soient élus et qui portent une voix de ce que j'allais dire l'opinion publique au Parlement pour essayer de constituer un véritable contre-pouvoir. Sinon,
parlant de démocratie, la carte est devenue orange à la suite d'un jeu démocratique. Donc on ne peut pas vraiment contester la dimension démocratique de cette chose. Nul ne proteste la dimension démocratique de l'élection. Nous parlons de la suite, de l'animation et de la vitalité démocratique. De lancer le débat là où c'est terminé. Landry Couillot. Deux choses. Vox Dei, Vox Populi. Si le peuple dit qu'il veut ça, pourquoi est-ce qu'on va s'en plaindre? Si le peuple dit « je veux ceci », c'est parce qu'il voudrait que cela soit fait dans un certain sens. C'est aussi simple que ça. Et si on voudrait que ce soit autrement, à ce moment, on se met au niveau des exigences du peuple. On ne peut pas être en deçà et vouloir qu'on vous serve. Le pouvoir se gagne. Il ne se donne pas. Et il se gagne en démocratie en convainquant le peuple. Deuxième chose. L'animation au niveau des instances parlementaires procède des travaux en commission. On peut avoir le sentiment, sauf que ce sont les sens. La réalité n'a rien à voir avec ce que l'on ressent. À l'intérieur, il y a des débats. Au sein même du parti présidentiel, il y a des courants. Sur des questions, des thématiques de développement, il y a des avis qui diffèrent. Et très souvent, et quand on a assisté et suivi les travaux parlementaires, surtout celles de la dernière législature, beaucoup de projets de loi ont été reformulés. Donc, au-delà de notre sentiment, ayons la possibilité d'une réalité empirique sur ce qui se passe réellement en vue d'avoir une opinion claire. Merci Landry Couillot. Professeur Nanougou Coulibaly, merci. Monsieur Envo Derek, merci. Docteur Athieu Yoboué, merci. C'est aussi le lieu de saluer toutes les équipes de la RTI engagées dans la couverture de cette élection législative, en commençant évidemment par la campagne. Donc on salue tous les journalistes, donc l'édito, la production, la technique, le digital. Merci vraiment à toutes ces équipes qui étaient là depuis le début jusqu'à ce deuxième numéro de décryptage donc des élections législatives. Marine, donc pour ce soir, c'est terminé. On va dire rendez-vous dans 5 ans alors pour ces législatives. Bien évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis.